Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Donc je suis effectivement Laurent Henry et je suis le vice-président de cette ligue d'activité mondiale qui porte le nom de Critical Information Systems and Cybersecurity. Et ce nom signifie quelque chose. Ce nom signifie que, d'après nous, chez Thales, la cybersécurité n'est pas un élément magique qu'on vient rajouter en plus de l'informatique dans les systèmes critiques. C'est au cœur du débat. On va donc en parler pas mal. Donc l'activité que je dirige, c'est à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur l'ensemble du monde, on propose à nos clients des produits, des services de cybersécurisation, de développement, d'opération, de systèmes d'information qui sont critiques pour leur métier. La moitié environ de cette activité en France, c'est des services numériques qui sont destinés à accompagner la transformation digitale sécurisée des très grandes entreprises et des administrations. Transformation digitale sécurisée, vous voyez qu'on va à nouveau vers la sécurité de l'information. Et la caractéristique de nos clients, c'est que ce sont des clients qui ont un niveau d'exigence en général supérieur à la moyenne, en particulier des enjeux en termes de souveraineté. On a à peu près aujourd'hui 130 clients en France pour nos services numériques et ils sont pratiquement tous engagés dans une transformation vers le cloud. Donc je vais profiter de ce moment d'échange pour partager avec vous nos réflexions, notre expérience sur le cloud et en particulier le multi-cloud dans un contexte que nous connaissons en particulier nous bien chez Thales, qui est celui d'environnement critique de gestion d'informations sensibles, où la notion de souveraineté est une question centrale. Alors par souveraineté, je le dis tout de suite, j'entends par là la maîtrise pleine et entière de la donnée. Ça peut être vrai au niveau d'une entreprise, d'une administration, ça peut évidemment être vrai au niveau d'un pays. On parle de souveraineté nationale et vous savez que le gouvernement, à l'heure actuelle, ça vient d'être rappelé par Francis, est particulièrement sensible sur ce sujet. Ça peut être au niveau de l'Europe ou d'un ensemble plus large encore, qui sait. Voilà, alors la question clé, c'est comment tirer le meilleur parti du cloud tout en protégeant ses données et en garantissant, quand cela est nécessaire, son indépendance, notamment vis-à-vis des fournisseurs de solutions. Donc, nous, on a sur ce sujet-là une conviction que je vais essayer de vous faire partager et que nous avons élaborée grâce à l'expérience opérationnelle que nous avons acquise depuis plus de 10 ans maintenant sur d'abord notre cloud privé au départ, un cloud privé sécurisé développé à partir de solutions open source qui sert nos clients et évidemment depuis on a maintenant plus de 6 ans évolué vers aussi des solutions de grands clouds publics dans une démarche donc de multi-cloud. Donc la vision de Thales, c'est aussi donc c'est non seulement le résultat de cette expérience, mais aussi le résultat de nombreuses réflexions qu'on mène régulièrement avec nos clients sur leur stratégie en matière de cloud. C'est donc pas une vision dogmatique ou théorique. En fait, notre première conviction, c'est que c'est le pragmatisme qui doit être de rigueur en la matière pour faire des choix qui doivent être assumés et étayés. Alors, bien sûr, il y a des compromis souvent qui peuvent être nécessaires, notamment en prenant en compte les enjeux de souveraineté et le rapport de chaque organisation, de chaque entreprise à ces données, avec 4 grands critères de décision. Premièrement, c'est l'attrait du modèle d'affaires que peut apporter le cloud. Deuxièmement, c'est l'attrait de l'offre fonctionnelle du fournisseur de cloud ou des fournisseurs de cloud auxquels on s'adresse. Troisièmement, c'est la question de la souveraineté des données. Et puis quatrièmement, c'est la question de la dépendance aux fournisseurs de solutions. J'en ai parlé. Donc je vais revenir sur ces différents points. Je crois que tout le monde est d'accord, je l'ai dit en introduction, le cloud est aujourd'hui bien installé dans le paysage informatique avec des grands acteurs, pour la plupart les plus grands sont évidemment américains, mais aussi la montée en puissance du cloud chinois,
Je crois qu'il faut être, ou des clouds chinois. Il faut être bien conscient de ça. Et puis quelques acteurs qui sont des acteurs vitaux pour l'autonomie stratégique de la France ou de l'Europe. Évidemment, OVH, ODrive, Outscale, Scaleway, etc. Quelques autres, je ne peux pas tous les citer. Mais des acteurs qui ne sont pas non plus des moindres. Et j'ajoute qu'il n'y a pas que les clouds publics. Souvent, on fait un peu trop vite le raccourci entre cloud et cloud public. Il y a aussi des clouds privés ou des clouds privatifs, c'est-à-dire dédiés chez des opérateurs, mais dédiés à des clients, avec des opérateurs qui sont des opérateurs de confiance. Et on va revenir sur la confiance. Et Thales fait partie de ces derniers. Donc derrière le mot cloud, on voit qu'en fait, il se cache des propositions de valeur qui sont très différentes. Alors comment s'y retrouver? Dans le cloud public d'abord, et quelle que soit sa forme, IaaS, PaaS, SaaS, l'offre fonctionnelle des grands leaders, en tout cas, est extrêmement riche, avec, à côté de ces solutions publiques, évidemment, la coexistence d'une offre, je l'ai dit, qui est une offre importante de solutions de cloud dédiées, dont, en fait, on se rend compte maintenant qu'elles ne sont pas opposées, mais qu'elles sont plutôt complémentaires aux solutions de cloud public. Je parle ici en particulier, évidemment, des solutions hyper convergées, telles que celles que propose VMware, Nutanix, etc. Donc des solutions qui sont très performantes, qui sont scalables et qui surtout s'intègrent de mieux en mieux avec les clouds publics, justement. Donc il existe évidemment aussi des solutions open source, en particulier la communauté OpenStack, bien sûr, dont d'ailleurs je dis en passant que Thales est un des principaux contributeurs en France, et qui sous-tendent notamment des solutions de cloud dédiées, dont la nôtre. L'open source, elle offre évidemment un avantage essentiel, qui est l'avantage de pouvoir maîtriser totalement la solution qui est mise en œuvre, le contenu de la solution mise en œuvre. Et d'ailleurs, ce n'est pas, me semble-t-il, un hasard si tous les grands ministères qui développent des clouds privés en France en ce moment utilisent des solutions qui sont à base d'OpenStack, qu'il s'agisse du ministère de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'agriculture, etc., etc. Donc, on voit bien que la multiplicité des solutions complexifie le paysage, mais en fait, c'est aussi finalement une richesse. Pour chaque organisation, c'est en fait l'opportunité du coup de construire une stratégie de cloud qui soit plus précisément adaptée à son besoin propre et à ses contraintes et à ses risques. Et là, je voudrais dire une chose importante, c'est que chaque cas, à mon avis, est un cas spécifique. L'objectif est le même, il s'agit de tirer le meilleur parti de la technologie tout en protégeant au juste niveau les données et l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud, mais en fait, chaque cas est spécifique. Alors à ce stade, je voudrais, dans un premier temps, faire une petite pause et énoncer un premier truisme. Alors vous allez voir, il y en aura d'autres, des vérités que tout le monde, je crois, connaît, mais que je pense utile de rappeler. La première, c'est que la justification principale de la transformation vers le cloud, ce n'est pas les économies de coûts, c'est l'agilité. Je crois que ça, c'est des choses que les gens ont tendance peut-être à oublier parfois. Et en fait, si on n'a pas besoin d'élasticité, si on n'a pas besoin de flexibilité, il est moins cher d'avoir des infrastructures informatiques dédiées. Et c'est un petit rappel, mais vous allez voir qu'en fait, du coup, il est significatif parce qu'il entraîne un certain nombre de conséquences. Donc, c'est un fait néanmoins que le cloud est la base du développement de l'économie numérique. Ça apporte l'agilité qui est nécessaire au développement et à la mise en production plus rapide des nouvelles applications numériques, notamment grâce aussi à des services de haut niveau offerts par les grands fournisseurs de cloud, dont des API très performants. Donc, c'est aussi, par ailleurs, un support maintenant indispensable à l'application de certaines nouvelles technologies auxquelles on fait de plus en plus appel, comme le big data ou l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut bien voir, et c'est la problématique que j'essaie d'adresser aujourd'hui, c'est que le couple entre l'économie numérique et le cloud engendre en fait un antagonisme qui est structurel, qui est intrinsèque,
et qui est finalement un peu comparable à la problématique sociétale qu'on trouve dans le couple liberté-sécurité. D'un côté, le cloud et en particulier le cloud public ouvre en grand les systèmes d'information à travers des multiples interconnexions, ça génère des données en masse et on voit bien que ça c'est indispensable au développement de l'économie numérique parce que souvent c'est la fertilisation croisée des données de provenance ou de nature différente qui permet la création de valeur. Mais d'un autre côté, puisque finalement on dit la valeur est dans les données, eh bien, il est absolument indispensable de les protéger. Alors, soit parce qu'elles contiennent une expertise métier qui a une grande valeur, enfin là c'est le secret des affaires qui est quelque part concerné, donc à la limite même la survie de l'organisation, soit parce que ces données contiennent des informations personnelles d'individus qui ont un droit fondamental à la liberté et à la confidentialité. D'ailleurs, ce point fait l'objet de la réglementation RGPD que vous connaissez tous, je ne détaille pas. Donc finalement, la question, c'est comment gérer cet antagonisme qu'il faut reconnaître parce qu'il est structurel, il est intrinsèque, pour être en capacité de développer le numérique en confiance, c'est-à-dire finalement en protégeant correctement les données. Les données dont on sait d'ailleurs bien qu'elles sont chaque jour davantage exposées à une cybermenace qui ne fait que croître, évidemment. Je ne vais pas rappeler ici les multiples catastrophes encore récentes qui sont engendrées par des ransomware, du pillage de données confidentielles, etc. etc. Donc la maîtrise pleine et entière des données dans le cloud, c'est-à-dire la souveraineté, ce que j'ai appelé la souveraineté des données, encore une fois, au sens d'une organisation, au sens national, au sens de l'Europe, c'est non seulement une question de sécurité des données, évidemment, mais c'est aussi une question de la confiance dans l'opérateur de cloud. Et là, je vais asséner mon deuxième truisme, qui va vous sembler tout aussi évident que le premier, mais que je crois nécessaire de rappeler. Il n'existe pas aujourd'hui de solution technique de chiffrement dans le cloud qui permettent de protéger les données contre l'opérateur de cloud. Sauf si on utilise le cloud que pour le stockage. Mais dès l'instant où on fait tourner dans le cloud des logiciels, il y a un moment où ces données sont en clair, donc accessibles à l'opérateur de cloud. Ça veut dire que si on veut mettre des données dans le cloud et se poser la question de la confiance, la question qui se pose, c'est la confiance dans l'opérateur du cloud en question qu'il faut se poser. Alors certains vont me dire, mais le chiffrement homomorphique, etc. Bon, certes, il y a des idées, certes, on travaille, mais on en est encore loin. Enfin, c'est facile de comprendre que si on chiffre un nom de famille et qu'on fait un tri alphabétique, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, moi, ce que je crois, c'est que pour traiter le sujet de la souveraineté des données, il faut d'abord classer les données en fonction de leur sensibilité. Si on traite toutes les données de manière absolument uniforme, en fait, on nivelle par le bas ou par le haut, mais dans tous les cas, on nivelle. Alors, soit c'est trop cher, soit c'est pas assez protégé. Dans tous les cas, c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il faut classer les données par grand type de sensibilité et ensuite choisir le type de cloud et l'opérateur et puis définir les mesures de protection à prendre pour chaque grande catégorie de données. Et d'ailleurs, je dis en passant que cette classification, elle n'est pas immuable, il va falloir qu'elle soit entretenue dans le temps. Donc, il y a deux types de mesures à mettre en œuvre en fonction de la sensibilité des données. Premier type de mesure, c'est des mesures techniques et opérationnelles. Et puis le deuxième grand type de mesure, c'est la définition d'une stratégie qu'on appelle une stratégie de multi-cloud. Je vais aborder les deux points. Donc, je vais commencer d'abord par les mesures techniques et organisationnelles. En général, c'est celles-là auxquelles les Français pensent d'abord. Les mesures techniques, donc, évidemment, il y a des solutions de protection des données, dont le chiffrement des données, bien sûr, mais aussi l'anonymisation, la gestion des accès, évidemment, donc des identités aussi, des accès, l'identité numérique, qu'il s'agisse des acteurs humains ou des objets connectés. Bien sûr aussi les audits de code, les tests d'intrusion, les scans de vulnérabilité, et puis tout ce qui est service de cybersécurité, service de supervision, etc., etc. Ça, c'est des sujets que, évidemment, nous, on connaît bien chez Thales. Depuis l'intégration de Gemalto, on est un leader mondial de la sécurité numérique, donc avec notamment des solutions de pointe en chiffrement des données ou en gestion de l'identité numérique.
mais aussi des services en cybersécurité qui sont une gamme complète. Mais ce que je voudrais dire là, c'est que néanmoins, la technique ne fait pas tout. Il faut aussi des mesures qui sont des mesures de type plutôt organisationnel, dont la mise en place d'une véritable politique de sécurité, et puis l'adoption de bonnes pratiques par tous, les concepteurs, les développeurs de solutions, les opérateurs de production, etc., et en particulier l'adoption d'une démarche DevSecOps. Le DevSecOps, c'est ce qui permet de concilier les besoins d'agilité, de développement, de production rapide auquel répond le DevOps, avec l'impératif de sécuriser les solutions par conception. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la cybersécurité n'est pas un ingrédient qu'on va rajouter a posteriori. Il faut penser la cybersécurité de façon native à tous les niveaux, depuis l'architecture jusqu'au codage. Et puis, le deuxième type de mesure, j'en ai parlé, c'est la stratégie multi-cloud, parce que ça, c'est le moyen de s'assurer justement d'une certaine souveraineté des données. Donc, la richesse, la rapidité de mise en œuvre de solutions de cloud public, elle est connue, elle est séduisante, mais par contre, il arrive que ces solutions soient soumises à des réglementations étrangères, je le dis clairement, le Patriot Act, le Cloud Act, qui parfois rendent incompatibles ces solutions, par exemple, avec le respect de certaines réglementations nationales ou européennes sur le droit des affaires, sur la liberté du citoyen. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle le gouvernement s'est saisi du sujet au plus haut niveau de l'État français, et puis le comité de filière stratégique des industries de sécurité travaille à la demande du ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, à la mise à disposition d'un ensemble de solutions de cloud souveraines performantes, indépendantes en France, déjà, et puis peut-être un jour en Europe, qui sait. Donc, il faut disposer aujourd'hui de solutions de cloud public souveraines pour les données les plus sensibles, et puis à côté de cloud privatifs ou dédiés qui répondent à un besoin particulier de confidentialité, de protection. Donc, adopter une stratégie multi-cloud, c'est se donner les moyens de placer ces données en fonction de leur sensibilité dans l'infrastructure qui fournit le meilleur compromis entre le niveau de souveraineté adapté et la performance. C'est d'ailleurs la stratégie qu'a adoptée l'État français, qui a été, je crois, cette stratégie annoncée ici même, avec les 3 cercles, le cercle 1, cercle 2, cercle 3. Donc le cercle 1, le cloud public pour les données moins sensibles, le cercle 2, privatif chez les opérateurs de confiance, le cercle 3. Non, je veux dire le cercle 1, le cloud privé pour les données les plus sensibles, le cercle 2, privatif, et le cercle 3, le cloud public, pour lesquels les questions de souveraineté ne sont pas centrales. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des avantages et des inconvénients, mais la deuxième grande question que doivent se poser les organisations qui construisent leur feuille de route vers le cloud, c'est la dépendance aux fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Je crois que troisième truisme, on doit se méfier de ce que les anglo-saxons appellent le vendor lock-in. Les API qui sont proposés aujourd'hui sont très performantes dans le cloud public, mais si ça peut être des leviers formidables d'accélérateur, ça peut être aussi, il faut être clair, le vecteur d'une dépendance par rapport à un fournisseur et donc problématique pour les questions de réversibilité. Donc, pour s'assurer d'une certaine indépendance, là aussi, la stratégie multi-cloud, ça fait résonner ce qui se passe dans le monde des télécoms avec le multi-sourcing depuis de très très nombreuses années où on est aujourd'hui clairement dans un cas où la multiplicité des offres permet d'avoir des stratégies multi-fournisseurs comme ce que j'évoque à l'instant. Donc, pour le cloud, une véritable stratégie multi-cloud, c'est d'abord de 1. Mettre en place les solutions qui facilitent l'hybridation entre les clouds, 2. Renforcer les capacités et la sécurité des réseaux pour être en mesure d'intégrer des solutions de cloud externes, 3. Se doter d'outils de gestion multi-cloud, évidemment, des outils modernes qui permettent de gérer la connectivité et les aspects financiers aussi liés à la facturation multi-cloud. Et enfin
la mise en place d'une démarche DevSecOps que j'ai évoquée. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je vais insister parce que ça me paraît vraiment fondamental. Je vous demanderai juste d'être assez bref sur ce dernier point, Laurent. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Donc chez Thales, nous avons développé en fait ce que nous avons appelé, ni plus ni moins, une usine logicielle multi-cloud qui permet de développer des applications de façon indépendante des infrastructures de cloud qu'on a choisies. Ça me paraît un point tout à fait fondamental. Donc c'est une usine logicielle qui est à base d'open source. Donc, ce qui nous permet d'en assurer la pleine maîtrise et qui permet du coup de développer dans tous les types d'environnements des nouvelles applications de façon cloud native et sécurisée. Ce point, le DevSecOps me paraît. Alors, pour résumer, si le cloud est définitivement un moteur essentiel de l'économie numérique, il faut néanmoins qu'il s'accompagne de la confiance de l'utilisateur dans la sécurité et dans la confidentialité des données. Donc, en résumé, pour essayer de synthétiser mon propos et l'expérience que j'ai essayé de vous faire partager, je dirais qu'il n'y a pas de transformation digitale sans confiance, il n'y a pas de confiance sans souveraineté et il n'y a pas de souveraineté sans sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent.